On l'appelait Monsieur Quadio. Un homme riche, puissant, respecté dans tout le pays. Sa fortune semblait inépuisable, sa maison était un palais, et ses affaires prospéraient comme bénies des dieux. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette richesse n'était pas née d'un simple travail. Non. Elle venait d'un pacte. Un pacte ancien, signé dans le silence d'une forêt sacrée. Un pacte qui avait un prix. Un prix qu'il paiera, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Comment un simple villageois est devenu un magnate respecté grâce à un secret inavouable. Côte d'Ivoire, années 90, village de Bouhounou, au bord de la forêt sacrée d'Assoukro. Personne n'aurait pu imaginer que Quadio, ce jeune homme pauvre au regard rêveur, allait un jour posséder des usines, des immeubles à Abidjan, et des comptes en banque remplis à craquer. Il était fils d'un vieux forgeron, un homme respecté mais fauché, et sa mère vendait des beignets au marché. Quadio passait ses journées à aider son père, trempé de sueur devant la forge, ses mains calleuses, ses habits usés. La nuit, il regardait les étoiles et murmurait. « Je ne vivrai pas comme ça. Jamais. » Sa sœur Aïssata lui répondait toujours, moqueuse. Sauf si les génies t'offrent une valise pleine d'or. Un soir, alors qu'un orage grondait sur le village, Quadio croisa la vieille Nanan Adjoua. Une femme étrange, toujours couverte de colliers, qui parlait aux arbres et prédisait la pluie. Elle l'observa longuement et lui dit, sans sourciller. « Tu veux la richesse, mais es-tu prêt à payer le vrai prix ?»« Quel prix ?» demanda Quadio, troublé. « Celui que personne ne voit. Celui que même l'or ne peut laver. » Quadio la repoussa de la main. Vieille folle, pensa-t-il. Et pourtant, ces mots allaient le hanter. Quelques semaines plus tard, alors que les récoltes étaient mauvaises, que les dettes s'accumulaient, et que son père tomba malade, Quadio craqua. Une nuit, il se rendit dans la forêt sacrée d'Assoukro, un lieu que personne n'osait approcher après le coucher du soleil. Là, guidé par une voix qu'il ne comprenait pas, il marcha jusqu'à un fromager immense, aux racines épaisses comme des serpents. Il y trouva un homme. Ou plutôt, une silhouette. Vêtue de noir. Le visage masqué. Assis sur une pierre couverte de sang séché. Tu veux sortir de la boue, Quadio. Tu veux briller comme les rois. Alors donne. Donner quoi? Un serment. Ton silence. Et ton pied droit. Sans trop comprendre, poussé par le désespoir et la fièvre, Quadio accepta. On lui fit jurer de ne jamais parler du pacte. De ne jamais donner l'aumône à un certain type de personne. De ne jamais retourner au village un jour précis de l'année. Des choses étranges. Incompréhensibles. On lui coupa légèrement le pied droit avec une lame d'obsidienne. Une goutte de sang fut versée sur la pierre. La plaie ne guérit jamais complètement. Dès le lendemain, tout changea. Un homme mystérieux, venu d'Abidjan, apparut dans le village. Il se présenta comme Monsieur Benoît, investisseur en cacao. Il disait chercher de jeunes gens sérieux pour gérer une plantation dans l'Ouest. Quadio fut choisi. Au début, ce n'était qu'un emploi. Puis il gravit les échelons. En 2 ans, il devint gérant. 3 ans plus tard, il rachetait la plantation. Mais Quadio, c'est incroyable ce qui t'arrive, disait son ami d'enfance, Yapi, qui ne comprenait pas. Je travaille dur, c'est tout, répondait Quadio, avec un sourire crispé. Mais les gens murmuraient. Trop d'accidents étranges autour de lui. Des rivaux qui mouraient subitement. Des contrats qui tombaient du ciel. Et cette plaie, toujours bandée, jamais guérie. Sa sœur Aïssata le visita, à Abidjan. Tu vis comme un ministre, mais je sens une odeur ici, une odeur de forêt. Tu es trop superstitieuse. Quadio, dis-moi la vérité. Que as-tu fait cette nuit où papa est mort? Tu étais absent. Et depuis, tu boites. Il la fixa longuement. Puis il se leva, ouvrit le coffre-fort, sortit une liasse de billets et la lui tendit. Tu veux la vérité? Voici. Achète-toi un billet pour l'Europe et oublie-moi. Aïssata, en larmes, comprit ce soir-là qu'il avait vendu quelque chose. Mais quoi? Son âme? Sa liberté? Ou pire encore? Quadio devint riche. Immensément riche. Mais plus il gagnait, plus la plaie s'infectait. Plus il souriait, plus il se sentait seul. Il avait tout, sauf la paix. Et chaque année, à la même date, il se réveillait en sueur,
avec une odeur de sang et d'écorce dans la bouche. Car on n'échappe pas à un pacte fait dans la forêt sacrée. On le repousse, jusqu'au jour où il réclame son dû. L'origine du mal, une rencontre mystérieuse avec des forces anciennes et les interdits imposés. C'était une nuit sans lune. Le ciel était couvert de nuages sombres. Une brume surnaturelle enveloppait le village de Bohounou. Ce soir-là, Quadio avait pris une décision irréversible. Il n'avait plus rien à perdre. Son père venait de rendre l'âme, les créanciers menaçaient de saisir la maison, et sa mère pleurait jour et nuit. Il marcha seul vers la forêt sacrée d'Asoukrou. Un lieu interdit aux vivants après le coucher du soleil. Les anciens disaient que c'était un territoire où les choses sans nom parlaient aux arbres, où les pactes ne se signaient pas avec de l'encre, mais avec du sang. En s'enfonçant entre les arbres centenaires, le silence devint si dense qu'on pouvait entendre ses propres battements de cœur. Il avançait, guidé par une voix dans sa tête, ou dans les feuilles. Soudain, un vieil homme apparut devant lui, à moitié nu, recouvert de peinture rouge et noire, les yeux aussi blancs que des pierres lunaires. « Tu es venu, Quadio. Qui êtes-vous ? » « Je suis Nanantefoué, le gardien du passage. L'intermédiaire entre le visible et ce que tu t'apprêtes à invoquer. Je veux la richesse. Je suis prêt. » « Non, garçon. Personne n'est jamais prêt. Mais certains sont désespérés. » Il l'invita à s'asseoir. Là, autour d'un cercle de feu, se trouvait un masque ancien, sculpté dans un bois si noir qu'il semblait absorber la lumière. 3 autres silhouettes masquées se tenaient là, muettes. Des entités. Les veilleurs du pacte. Nanantefoué récita une incantation en langue oubliée. Puis, il se tourna vers Quadio. « Voici les 3 interdits que tu devras respecter à vie, sous peine de souffrance éternelle. 1. Ne jamais verser une larme sur la tombe de ton père. 2. Ne jamais donner l'aumône à un mendiant sans pied droit. 3. Astérisque et surtout, ne jamais retourner dans le village le 3e vendredi du mois de Ntoma. Jamais. » Quadio, frissonnant, accepta. Le vieux sortit une lame noire, et l'entailla légèrement au pied droit. « Ta plaie ne guérira jamais. Elle sera le lien. Le rappel de l'accord. Et un avertissement. » Une fumée rouge s'éleva. Les masques disparurent un à un. Et Quadio tomba dans un sommeil profond, emporté par des rêves de palais, de billets, et de cris étouffés. Le lendemain matin, 2 chasseurs du village, Blaise et Gervais, tombèrent sur Quadio, étendu à l'entrée de la forêt, inconscient, le pied en sang. Ils le portèrent au village, sans poser de questions. Mais Blaise, l'aîné, chuchota à son frère. « Il est entré là-bas, seul, et il est ressorti vivant ? Ce garçon a touché à quelque chose. Et regarde son pied. Cette plaie, on dirait qu'elle brûle encore. Nous devons en parler à Nanan Adjoua. Elle sait. » Nanan Adjoua, la vieille devineresse du village, convoqua discrètement Aïssata, la sœur de Quadio. « Ton frère a franchi une frontière qui ne se referme jamais. Qu'a-t-il fait ? » « Le pacte du fromager. Ils sont rares, ceux qui reviennent. Mais aucun ne revient sans une marque. Ce pied, c'est le prix. » Aïssata pleura en silence. Elle savait son frère changer. Il ne mangeait plus les plats traditionnels. Il ne priait plus. Il parlait dans son sommeil dans une langue inconnue. Et il fixait parfois le vide, comme s'il écoutait une voix que nul autre ne pouvait entendre. En quelques semaines, Quadio devint un autre homme. Froid, organisé, charismatique. Mais aussi distant. Il disparut plusieurs jours, puis revint avec des habits neufs, de l'argent en main, des contacts puissants. Il ouvrit une société d'exportation de cacao, qui prospéra mystérieusement. Les concurrents firent faillite, ou moururent dans des accidents étranges. Une rumeur naquit. Quadio a une force derrière lui, quelque chose qu'on ne voit pas. Même Blaise, le chasseur, jura avoir vu une nuit un grand chien noir assis devant sa maison. Juste avant que sa femme ne tombe malade. Il n'en parla jamais à Quadio. Mais il sut. Un soir, lors d'un dîner d'affaires à Abidjan, Quadio reçut un appel. Une voix métallique, étrange. Le 3e vendredi de Ntoma approche. Ne l'oublie pas. Il faillit lâcher son verre. Plus tard, un vieillard infirme l'aborda dans la rue. Il lui tendit la main. Ayez pitié,
Monsieur, j'ai faim. Quadio vit que le mendiant n'avait pas de pied droit. Il eut un geste de recul. Puis il tourna les talons, les mains tremblantes. Quadio avait reçu ce qu'il voulait, la richesse. Mais le prix à payer n'était pas seulement une plaie, c'était une surveillance constante. Une peur sourde, une tension invisible. Chaque interdiction qu'il portait en lui était une bombe à retardement. Et ce qu'il ignorait encore, c'est que ce n'était pas seulement lui qui allait payer les conséquences. Mais toute sa lignée. Une blessure surnaturelle au pied droit, comme une marque vivante du pacte, et un rappel constant de sa dette. Chaque matin, Quadio se levait avec cette même sensation. Une brûlure lancinante au pied droit. La plaie, malgré les années, n'avait jamais guéri. Elle était toujours là, ouverte, rouge, parfois noire, suintante. Parfois elle saignait sans raison. Parfois elle pulsait comme si elle respirait. Il avait tout essayé. Les meilleurs hôpitaux à Abidjan, à Dakar, même un voyage à Paris. Le dernier médecin, un certain docteur Lefebvre, neurologue français renommé, lui avait dit « Monsieur Quadio, cette blessure n'a aucune origine biologique identifiable. Votre pied semble normal à l'intérieur. Mais cette lésion ne suit aucune logique médicale. Alors, docteur, vous me dites que je suis fou. Je vous dis que votre corps refuse de guérir quelque chose qui n'est pas de ce monde. » De retour à Bounou, par obligation familiale, il décida de consulter tonton Sori, un vieux guérisseur respecté, discret, autrefois herboriste de guerre. « Tonton, regarde mon pied. » Sori le fixa longuement. Il passa un doigt autour de la plaie. Il murmura des paroles en baoulé ancien, puis recula brusquement. « Ce n'est pas une blessure. C'est un sceau. Une prison. Une prison. Un esprit y est enfermé. Il est lié à toi, Quadio. Tant que tu vis, il attend, il ronge. Et il se nourrit de ta peur. » Aïssata, toujours inquiète pour son frère, avait récupéré un carnet dans ses affaires pendant une visite. Un vieux journal en cuir, poussiéreux. Elle y trouva plusieurs pages remplies de symboles, de dates, et d'un schéma de pied. Une page l'intrigua. La douleur s'intensifie chaque nuit de Ntoma. Est-ce le rappel? Est-ce la fin de l'esprit? Je sens qu'il me parle, dans mes rêves. Il veut plus. Elle confronta son frère. Tu m'as menti. Cette plaie n'est pas naturelle. C'est un pacte. Aïssata, laisse tomber. Non, Quadio. Depuis que tu as cette blessure, notre famille change. Maman est tombée malade. Nos cousins ne nous parlent plus. Et chaque nuit, j'entends quelqu'un marcher dans la maison, pieds nus, alors qu'on est seul. Quadio, en colère, hurla. Tu ne comprends rien. J'ai tout fait pour vous sortir de la misère. Mais il pleura ensuite, car il savait qu'elle disait vrai. La plaie devint de plus en plus douloureuse. Parfois, elle brillait dans l'obscurité. Une nuit, Quadio vit un petit garçon sans visage, debout au pied de son lit. Le garçon pointa son pied droit, puis disparut. Le lendemain, l'un de ses associés, Monsieur Mendy, mourut dans un incendie inexpliqué. Lors de l'enterrement, Quadio boita violemment. Il tomba devant la tombe, sa plaie s'ouvrant à vif, trempant sa chaussure de sang. La veuve de Mendy s'approcha lentement et murmura. « Vous avez apporté quelque chose parmi nous. Une dette que même la mort ne veut pas éteindre. » Il la regarda, pétrifié. Nanan Adjoua, que tout le monde croyait morte, revint un soir au village, portée par deux jeunes femmes. Affaiblie, mais lucide. Elle demanda à voir Quadio. Ils s'enfermèrent dans une case. « Ta plaie est un pont. Ce que tu as accepté ce soir-là n'est pas terminé. Tu crois que c'est une simple dette spirituelle? Non. Tu as enfermé un ancien dans ton corps. Et il réclame un héritier. Un héritier. Ton fils. S'il existe, il est déjà lié. Et s'il n'existe pas, ton corps paiera plus longtemps. » Quadio blêmit. Il se rappela de Linda, la jeune femme qu'il avait aimée autrefois, avant de tout abandonner pour sa richesse. Il apprit par un vieil ami que Linda vivait désormais à Boaké, avec un enfant de 10 ans, prénommé Kevin. Le sang de Quadio se glaça. Ce garçon avait le pied droit légèrement tourné vers l'intérieur. Comme lui.
La plaie de Quadio n'était pas une simple blessure. C'était un contrat vivant, un pont entre le visible et l'invisible, une marque gravée dans la chair pour rappeler chaque jour ce qu'il avait donné, et ce qui allait lui être repris. Et ce qu'il ignorait encore, c'est que cette plaie ne cesserait jamais tant qu'un innocent n'aurait pas pris sa place. Lorsque M. Quadio brise l'un des interdits, les conséquences commencent à tomber, une par une. Ce matin-là, il faisait lourd. Le ciel était couvert, l'air pesant. À Bohounou, les anciens ne sortaient pas. Ils savaient. Ils sentaient quelque chose dans l'air. Le 3e vendredi du mois de Ntoma. La date maudite. Mais M. Quadio, lui, avait décidé de rentrer au village. « Je suis fatigué de fuir une date, dit-il à son chauffeur. Mais patron, vous m'aviez dit que ce jour-là. Tais-toi. Conduis-moi chez ma mère. C'était le premier interdit. Celui qu'il ne devait jamais briser. Il arriva à la maison familiale, boitant plus que d'habitude. Sa mère, affaiblie, l'accueillit en silence. « Pourquoi es-tu venu aujourd'hui, mon fils ? » « Pour être avec toi, maman. Rien d'autre. » Mais en vérité, Quadio savait. Sa plaie le brûlait déjà. Il pensait que c'était de la peur. Mais c'était un avertissement. Pendant qu'il parlait, le vent se leva dehors. Fort. Sec. Comme un cri. Aïssata arriva précipitamment. « Tu es fou, Quadio. Tu as oublié ce qu'ils t'ont dit. » « Je n'y crois plus, Aïssata. Ce ne sont que des menaces vides. » « Alors explique pourquoi l'ombre de la case a changé de forme? Et pourquoi ton fils Kevin a rêvé cette nuit d'un masque noir qui voulait lui parler? » Quadio blêmit. « Kevin? Comment sais-tu? » Linda m'a appelé. Elle a peur. Depuis 3 jours, il saigne du pied droit. Le même endroit que toi. À cet instant, un tambour lointain se mit à résonner. Puis une silhouette apparut à la porte. Nanan Adjoua, drapé de noir, les yeux révulsés. « Tu as franchi l'interdit, Quadio. Le sol même de ce village te rejette. Je n'ai rien fait de mal. Tu es entré ici aujourd'hui. Le 3e vendredi de Ntoma. Tu as ouvert la porte que nous avions scellée. » Un éclair éclata au loin. Le vent entra dans la maison, renversant une calebasse. En repartant précipitamment, perturbé par les paroles de la vieille femme, Quadio tomba sur un mendiant assis près de la station de car. Fatigué, ébranlé, cherchant à apaiser sa conscience, il sortit un billet de 10 000 francs CFA et le déposa dans la main du vieil homme, sans voir qu'il lui manquait le pied droit. Le mendiant releva la tête. Ses yeux étaient vides. Littéralement. 2 trous noirs. Il murmura. Le sang coulera. Le pacte est rompu. La dette sera payée. Et il disparut. Littéralement. Comme avalé par le sol. La nuit même, Quadio reçut un appel. Sa société principale, Quadio Industries, venait d'être victime d'un incendie d'origine inexpliquée. Tout le stock de cacao était perdu. Perte estimée, 1,4 milliard de francs CFA. Son partenaire belge, De Smet, rompit immédiatement leur contrat. 2 jours plus tard, son garde du corps fut retrouvé pendu dans sa chambre d'hôtel. Une lettre étrange sur la table. On m'a dit que je devais me taire. J'ai trop entendu les voix de la forêt. Pendant ce temps, à Boaké, Linda était terrorisée. Kevin avait changé. Il ne parlait plus. Il dessinait des symboles étranges. Il disait des choses comme « Papa a ouvert la porte. Ils veulent qu'on entre tous. » « Qui ça ?» demandait Linda. « Les hommes sans pied. Ils sont sous le lit. » Des choses se passaient dans la maison. Des lampes explosaient, l'eau devenait noire, le chien refusait d'entrer. Linda appela Aïssata, affolée. Aïssata arriva en urgence, et toutes deux décidèrent de partir voir Tonton Sori, le guérisseur. Tonton Sori, les yeux fermés, toucha la tête de Kevin, puis posa une main sur le cœur d'Aïssata. Il est marqué. Les esprits veulent le prendre à la place de son père. Mais il est innocent. Justement. Le pacte cherche à équilibrer. Quadio a donné sa parole, puis l'a rompue. Maintenant, le pacte choisit. Il ajouta. La seule manière d'arrêter cela, serait que Quadio paie de sa vie. De sa pleine conscience. Pas par accident. Pas par suicide.
mais par sacrifice volontaire. Quadio a brisé 2 des 3 interdits. Et maintenant, la forêt réclame son dû. Les morts s'accumulent. La malédiction s'étend à sa descendance. Les événements prennent une tournure irréversible. Car on peut fuir une promesse, mais on ne peut jamais fuir ce qu'on a offert en échange. Et ce qu'il a offert, c'était bien plus que son pied. C'était sa lignée. Une fin dramatique, où l'homme paie le prix de sa désobéissance, et entraîne toute sa famille dans la malédiction. Le 3e interdit n'avait pas été simplement brisé. Il avait été profané. Le sol sacré de Bohounou avait été violé ce jour maudit, et les conséquences se faisaient sentir jusqu'à Abidjan. Quadio vivait enfermé dans son manoir. La plaie de son pied droit était devenue une gueule vivante, une blessure qui pulsait, saignait, infectait ses draps, sa moquette, ses rêves. Des visages apparaissaient dans ses miroirs. Des voix résonnaient la nuit. Le pacte a été rompu. Le sang doit couler. Tu croyais que tu pouvais avoir l'or, sans donner l'héritier. Donne-nous Kevin, ou rejoins-nous. Désespéré, il fit venir Nanan Adjoua, malgré son état affaibli. Elle fut portée jusqu'à son lit, entourée d'encens et de prières. Tu veux sauver ton fils? Demanda-t-elle. Oui. Alors offre ce que tu as refusé. Ton âme. Ton nom. Ton héritage. Rends-leur tout. Va là où tu as péché. Et livre-toi. Et s'ils le prennent quand même? S'ils sentent la sincérité de ton sacrifice, ton sang éteindra leur faim. Accompagné de sa sœur Aïssata, de Linda, et de Kevin qui tremblait de fièvre, Quadio retourna à la forêt d'Assoukro, à l'endroit exact où le pacte avait été noué. Le ciel était gris. Les oiseaux se turent. Le vent soufflait à l'envers. Quadio avança, pieds nus, la plaie dégoulinant, comme si elle l'attirait vers l'arbre ancestral. Là, il trouva le fromager sacré, plus grand que jamais, dont les racines vibraient comme des serpents endormis. Il tomba à genoux, regarda son fils une dernière fois et déclara : « Je rends ce que j'ai volé. Qu'ils vivent. Prenez-moi. » Il leva un couteau noir, celui du pacte, resté dans un coffre scellé depuis toutes ces années, et s'entailla profondément la poitrine, traçant un cercle de sang autour de lui. Le sol trembla. Un cri ancestral sortit de la terre. Les racines s'enroulèrent autour du corps de Quadio, lentement, tendrement, comme une mère qui récupère un enfant perdu. Linda hurlait. Kevin s'évanouit. Aïssata tomba à genoux en larmes. Le corps de Quadio disparut. Complètement. Il ne restait plus rien, sauf sa chaussure droite, celle qu'il n'avait jamais pu porter à cause de la plaie. Les jours suivants, Kevin se réveilla. Il parlait normalement. Il mangeait. Il souriait. Mais chaque nuit, il faisait toujours le même rêve, un homme sans visage, debout sous le fromager, qui lui disait simplement : « Un jour, tu reviendras. » L'histoire de Quadio n'est pas seulement celle d'un homme qui a tout perdu. C'est celle d'un homme qui a voulu acheter la grandeur, sans en comprendre le coût. Car chaque richesse née d'un pacte interdit finit par exiger sa dette. Et parfois, ce n'est pas toi qu'on vient chercher, mais ceux que tu aimes. Le silence d'un pacte n'est jamais éternel. Ce qu'on enterre, finit toujours par remonter à la surface. Si cette histoire t'a touché, bouleversé ou intrigué, abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires mystérieuses, spirituelles et profondes. Active la cloche pour recevoir la suite, car ce n'est peut-être que le début.